Bonjour, suite aux attentats du 13 novembre à Paris, dans cette France en état d'urgence, avez-vous peur? Oui et non. C'est normal d'avoir peur au vu de ces attentats qui ont tué tant d'amis et qui auraient pu nous viser tous sur Paris. Et, euh, et en même temps, même quand on est saisi par l'émotion, il ne faut pas se laisser dicter par elle. Et on voit aussi le gouvernement en faire un peu trop au niveau de la peur. Et de ce côté-là, considérer que peut-être qu'il l'utilise pour d'autres intérêts, et auquel cas il ne faut pas se faire dicter, être mené que par la peur. Le gouvernement, les médias, qui en fait trop? Oui, les médias semblent, pour une bonne part, curieusement, traiter l'actualité de la même manière. Mais comme c'est un objet un peu insaisissable, ou en tout cas tellement pluriel, c'est plus facile de parler du gouvernement. Le gouvernement qui, lui, clairement, a mis en place une mise en scène d'unité nationale, et puis comme conséquence à cette attaque terroriste, de rassurer les gens tout en n'exacerbant les peurs. Quand on voit Manuel Valls et ses interventions particulièrement, il insiste sur tout ce qui est terrifiant. Hollande semble avoir aussi un rôle protecteur, mais à eux deux, et tout l'exécutif et les législatifs, ils, ils mettent en place l'état d'urgence. Donc la menace étant présente, on est quand même sous le choc de l'état d'urgence aussi, et du fait qu'il soit prolongé de 3 mois avec cette interdiction des manifestations revendicatives, alors qu'on n'interdit pas les manifestations commerciales ou sportives. Donc on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures qui est un des éléments qui amène à douter de la politique de l'État. Elle n'a pas l'air claire. Pour revenir aux causes du mal, qui a financé Daesh, l'État islamique? Daesh est initialement un enfant de l'occupation américaine de l'Irak. Après, il y a eu la première intervention en 91, la deuxième intervention en 2003, à la suite de quoi les États-Unis ont favorisé un pouvoir chiite et ont licencié toute l'armée irakienne en leur donnant, en les privant de leur salaire alors qu'ils ne trouveraient plus de travail. Et dans le cadre d'un État qui était devenu plus confessionnel, alors que l'État de Saddam Hussein, qu'on ne va pas vanter exagérément, mais au moins il n'était pas discriminatoire au niveau des confessions, et ben ça a jeté toute cette fraction sunnite dans l'adversité et le ressentiment. Là-dessus, Daesh semble être le mouvement le plus efficace qui les a rassemblés. Et ensuite qui a été soutenu par l'Arabie Saoudite, le Qatar, et à partir d'un certain moment, je tire mes sources là les plus récentes d'un reportage de France Inter qu'on pourra mettre en lien à la fin de la vidéo, et qui lui-même interview des responsables des services de sécurité, des services secrets français. Et donc ces gens expliquent que Daesh a été pas mal financé par les alliés de l'Occident, avant d'être lâché plus ou moins tout récemment. Et quand je dis plus ou moins, donc l'Arabie Saoudite a compris qu'ils avaient enfanté un groupe qui se retourne contre eux, donc ils ont arrêté de les financer. Mais la Turquie et le Qatar apparemment recyclent toujours le pétrole issu du marché noir de Daesh. Donc en quelque sorte, tant qu'ils ont des voies pour se financer, ils peuvent encore exister. Pouvons-nous avoir confiance et attendre que nos gouvernements règlent la situation? Euh, oui, bien sûr, il est possible d'avoir confiance. Mais en ce qui me concerne,
il y a suffisamment d'indices qui m'amènent à considérer qu'il y a justement il y a des sérieuses raisons d'être plutôt dans la défiance. Par exemple, concernant l'explication de ces attentats, et il faut remettre en cause un problème structurel en France lié à l'immigration et au traitement de celle-ci. Enfin, c'est difficile d'utiliser des mots qui pourraient être mal interprétés, mais en gros un traitement discriminatoire dans les quartiers populaires. Et puis il y a aussi une politique contre l'islam ces derniers temps en France aussi. Et bon, ça c'est un des éléments explicatifs. Un autre élément explicatif est la politique extérieure de la France au Moyen-Orient, qui est quand même présente depuis très longtemps. Hein, il faut savoir que c'est la puissance coloniale qui a écrit la constitution multiconfessionnelle du Liban, qui est un exemple complètement contradictoire de la laïcité on se sent si fier actuellement. La France a aussi eu la Syrie sous mandat, donc en fait elle a une influence depuis très longtemps. Depuis peu, on voit que la France s'est opposée à l'intervention américaine en Irak. Et depuis, avec Sarkozy et Bush, c'est complètement aligné sur l'OTAN. Donc là, il y a un retournement. Et la politique de Hollande a été de soutien à une révolution contre Bachar, mais surtout opposition donc, radicale à Bachar el-Assad, qui semble vraiment inspirée par les alliances avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui ont investi énormément en France et qui achètent tout l'armement. Donc là, il y a une alliance contre nature qui nous amène à ne pas avoir confiance en eux. Quelle solution s'offre à nous? C'est vrai que moi j'estime qu'on a besoin de tous, enfin je ne suis pas le seul à estimer d'ailleurs, ces terribles attentats sont une étape de plus dans une prise de conscience nécessaire des problèmes de notre pays et de notre monde. Et que par rapport à la prise de conscience de ces problèmes, il faut y trouver des solutions si on veut pouvoir vivre en sécurité. Et de ce côté-là, non, on ne peut pas avoir confiance. Il faut absolument prendre d'autres mesures que celles prises actuellement par le gouvernement, puisqu'on sait qu'en bombardant, ça ne garantit absolument pas de faire tomber Daesh. Qu'en contraire, on va tuer des civils. Hein. Apparemment, les dernières frappes ont tué des centaines de civils. Donc, on braque les gens de là-bas contre l'Occident à juste titre. Et donc, c'est pas une manière de résoudre la question que d'agir de cette sorte. Donc, il faut absolument agir autrement que ce que le gouvernement prône. Alors, vous avez d'autres solutions à proposer que celles qui sont proposées par le gouvernement? Oui. La première des solutions, c'est qu'en fait, le rôle de la France au Moyen-Orient est néfaste, fondamentalement néfaste. Comme d'ailleurs celui de beaucoup de pays occidentaux et des Américains actuellement en haut de la liste. Et le partenariat avec des dictatures qui oppriment leur peuple et qui n'utilisent même pas l'argent des ressources pétrolières ou des matières premières pour développer la société, ces partenariats montrent qu'on a affaire à des coalitions vraiment indéfendables et notre pays doit rompre et arrêter cette politique étrangère intéressée. Il y a un autre problème que pose réellement le gouvernement, c'est dans sa gestion intérieure du problème, avec l'état d'urgence, qui est donc prolongé, qui montre le fait qu'on cible spécialement toute contestation de la politique gouvernementale, hein, que ce soit par exemple pour le climat ou dans les questions sociales ou la solidarité avec les réfugiés. Sur toutes ces questions, l'État est en train de vouloir bâillonner la contestation. Or, fondamentalement,
pour résoudre les problèmes. On doit donc arrêter d'avoir des interventions intéressées et néfastes au Moyen et au Proche-Orient. Et on doit aussi s'occuper en France de réaliser la justice sociale et de donner de l'espoir à tous ceux qui habitent ici, d'une manière qui soit non pas identitaire et exclusive, mais inclusive et qui donne des perspectives d'embauche, de répartition des richesses, qui restent toujours à gagner et qu'il va falloir mettre en œuvre si on ne veut pas se faire entraîner, comme ça semble probable, dans un enchaînement de guerres, d'attentats, de réactions, de blocs où les deux bouts de la chaîne présentent aucune alternative positive. Justement, faut-il penser global ou local? Bien, sur la question du penser global, on est obligé, et c'est bien se renseigner au maximum et d'avoir une conscience la plus large de tout ce qui se passe avec tous nos frères et nos sœurs sur la planète. Mais en même temps, il faut aussi faire attention à ne pas agir à leur place. Et donc, on peut soutenir ou entretenir des relations avec ceux qui, là-bas, nous semblent défendre une alternative multiconfessionnelle, qui souhaitent se réapproprier les matières premières, qui souhaitent dépenser l'argent pour le développement le plus partagé possible. Donc on peut s'intéresser à ces partenaires, mais on ne peut pas faire les choses à leur place. Et on doit réellement respecter leur autodétermination et leur faculté à se libérer par eux-mêmes. Nous, on doit se retirer quand on a une mauvaise influence et montrer l'exemple en s'attaquant ici à notre gouvernement. C'est tout ce qu'il y a à lui reprocher dans sa politique extérieure et le fait qu'il dépense tout cet argent pour avoir une croissance économique basée sur la vente d'armes, alors qu'il faudrait mieux avoir une croissance économique basée sur l'embauche dans des emplois utiles et puis arrêter de casser le code du travail et de s'attaquer au peuple ici. Donc ça va de pair, en fait, que de commencer, ça va de pair à être en solidarité avec les gens qui se battent très loin, que de commencer par nous-mêmes, localement, nous mobiliser et déjouer la division, surmonter la peur et se battre ensemble, hein, quelle que soit la confession des gens, de manière évidemment laïque, mais rassemblés, mais contre les vrais ennemis qui sont les dominants qui nous divisent. Alors que pouvons-nous faire? Que puis-je faire? Aujourd'hui, il semble important de faire attention à ne pas assimiler tous les musulmans avec les attentats qui ont lieu. Donc d'avoir une politique, une attitude protectrice et accueillante envers les musulmans en France. Ça, c'est un aspect important. Il faut aussi qu'on défende les libertés et l'exercice des libertés, notamment l'exercice de la manifestation et du rapport de force au niveau social, parce que si la France est un pays de droit, elle ne doit pas se faire influencer au point de devenir une dictature, de sorte de bouchisme d'un deuxième ordre. Donc tout ça, on ne doit pas le laisser passer. Et donc, de manière interconfessionnelle, sur des lignes de solidarité sociale, il faudrait qu'on mette en place une protestation contre l'état d'urgence et contre la guerre. Existe-t-il d'autres moyens d'action que les manifestations? C'est sûr que déjà actuellement, comme elles sont interdites, c'est risqué, donc il y a certaines où on prend un risque de manière collective, mais on est encore dans l'observation de la réaction répressive qui est forte et qu'il va falloir contrer. Mais on a affaire à une forte détermination de la part de l'appareil d'État. Donc la manifestation est compliquée. Moi je défends la manifestation comme un moyen de se rassembler, de faire entendre une cause et pour les gens
de mobiliser ensemble et de se retrouver. Mais c'est c'est une modalité insuffisante. Des manifestations plus symboliques, parfois permettent d'être plus claires, permettent de faire mieux passer le message quand elles sont accompagnées d'actions médiatiques. Et d'autre part, il ne s'agit pas que de manifester, il s'agit de prendre conscience d'un problème global, donc de l'analyser ensemble, donc de se rassembler. Et en se rassemblant le plus localement possible, chacun donc, sur sa métropole ou même dans son quartier, s'opposer aux injustices, mettre en place des alternatives concrètes ensemble et aussi imaginer ensemble un avenir positif globalement. Ça me semble les trois mouvements qu'on doit mettre en œuvre de pair pour s'attaquer aux différents fronts de la lutte. Eh bien, merci beaucoup. Pour vous contacter, il suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Et puis, malheureusement, j'ai envie de dire peut-être à bientôt. À bientôt. Merci.